bonjour Michel Sadov-Coste. Donc vous êtes directeur de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants, qui a été fondé il y a 1 an, tout juste, par l'Université catholique de Lille, conjointement avec l'Université catholique de Lyon. Et nous venons justement de fêter, il y a quelques jours, ce premier anniversaire de l'Institut. Ça coïncidait avec le soir de la clôture du World Forum de Lille. Alors, rapidement, qu'est-ce qui vous a semblé important comme étape pour ce premier anniversaire ? Ce premier anniversaire, d'abord, on n'a pas voulu faire obligatoirement un bilan parce que on n'avait pas encore complètement tous les éléments de l'année. On est en train de réfléchir à ce bilan et au futur de l'Institut. On voulait montrer tout de suite, en fait compte, dans la réalité, faire une sorte de petit microcosme où on montre nos enjeux. Donc, par exemple, au lieu de faire des conférences top-down, on s'est dit on fait des conférences inversées, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'audience, dès le début, quelles étaient les questions qui les intéressaient vraiment. Par exemple, ça a été un exemple. Et le panel d'experts, parce qu'on avait quelques experts dans la salle, qui étaient parmi les meilleurs de ceux qu'on avait vus dans l'année, donc c'était une manière de restituer des moments clés de recherche. Mais ces experts, au lieu de faire une conférence ex cathedra, ont parlé à partir des questions qui émergeaient de la salle. Donc, en fait, ils ont travaillé sans filet, quoi. Ils ont travaillé sans filet, oui. Ouais, pour eux, il faut être très... intéressant. Il faut être très... C'est vrai qu'on a l'habitude, souvent dans notre monde, finalement, que les experts disent d'en haut ce qu'on doit penser, quelles sont les questions qui se posent à nous. Voilà. Et là, commencer par demander aux gens quelles sont les questions qu'eux se posent pour qu'ensuite il y ait une réponse, c'est une démarche qui semblerait somme toute naturelle, qu'on pourrait oser espérer, mais qui finalement est assez rare. Tout à fait. Alors, j'en reviens au titre. On a même essayé, alors l'autre point qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas rester uniquement dans la pensée, parce qu'on pourrait s'arrêter là, mais on s'est dit qu'il fallait donner aussi tout un espace à la rencontre des personnes entre elles, création d'un maillage coopératif, et aussi aux actions futures. Oui, d'ailleurs le titre, je reviens au titre de la soirée, c'était « La transformation du monde par l'intelligence collaborative ». Voilà, et c'est un peu presque, je dirais, l'axe de travail de l'Institut, en fait. Tout à fait. Alors, oui, c'était une manière de faire vivre en 2 heures, 2 heures et demie, une sorte de petit moment fractal, un petit instant où les personnes pouvaient vivre. À l'image du travail que veut faire l'Institut. Voilà, c'est ça, plutôt que d'expliquer. C'était une expérience vécue. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que, effectivement, c'est cette espèce de mise en situation des gens qui faisait qu'on expérimentait et on se rendait compte que, eh bien, finalement, le travail en commun pouvait donner quelque chose de beaucoup plus créatif et moins, j'irais dire, téléguidé que si on avait mis des gens les uns à côté des autres sans interaction. Et ça, c'est aussi peut-être une des nouveautés que veut faire découvrir l'Institut et qu'il veut développer. Oui, tout à fait. Il y avait un côté, déjà on avait largement invité tout le monde pouvait venir, c'était gratuit, c'était les académiques, les experts qui travaillent dans l'Institut, mais c'était aussi les clients, les entreprises qui sponsorent l'entreprise, qui sponsorent l'Institut. C'était aussi des étudiants, c'était aussi des personnes qui s'intéressaient à l'Institut, c'était aussi, finalement, parmi les 4000 personnes qui sont venues au World Forum de Lille, c'était des personnes qui passaient par là, entre guillemets. Oui, et qui sont intéressées par la thématique de l'intelligence collaborative. Donc l'idée, c'était de brasser tout ça et de faire des rencontres improbables, de tisser des maillages coopératifs. Et je pense qu'on a planté plusieurs petites graines. Je pense que c'est un peu comme un jardin. On plante des graines et puis on accepte aussi, c'est pas de la monoculture, vous voyez, c'est une diversité de pistes et on laisse grandir tout ça et l'écosystème dans toute sa complexité se développer. Voilà. Donc au fond, c'était ça, c'était comme vous avez dit, une espèce de mise en pratique de ce que l'écosystème, de ce que l'Institut
essaie de travailler aussi bien au niveau formation qu'au niveau recherche dans le domaine de l'innovation collaborative et des écosystèmes qui rendent possible cette innovation. C'était pas simplement une réflexion, c'était de la réflexion, une expérience et des actions. Voilà. Et ensuite, donc, ce qui est intéressant, c'est la réflexion qui est venue ensuite, après que l'expérience de travail collaboratif ait permis de faire émerger ces questions. Ça, c'est aussi pas banal. Alors, quels sont les sujets qui ont émergé, d'après vous, du groupe parce que vous étiez un observateur pendant cette... et quels sont les sujets qui vous ont le plus interpellé, qui émergeaient ? Je pense qu'il y avait des questions d'abord autour, effectivement, des grands sujets, autour de la transformation du monde. Qu'est-ce qui nous attend? Vers quoi nous allons? Comment faire que, alors que nous avons l'impression d'aller dans le mur, eh bien, nous puissions inverser la marche, si on peut dire, ou au moins dévier la courbe. Et donc, il y avait des idées qui allaient... Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y avait à la fois des idées très concrètes qui se branchaient, finalement, sur des considérations beaucoup plus générales. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y avait toutes les dimensions, en fait. Dimensions... macro, micro. Macro, micro, macro et méso, même, entre les deux. Et ça, c'est intéressant, parce que souvent, les experts, ils viennent nous donner des solutions macro, et en fait, on ne sait pas très bien comment les mettre en œuvre. Quelque part, ils sont un peu dans la position, il n'y a qu'à Faucon. C'est ça. Et là, du fait qu'il y ait eu des acteurs qui étaient aussi au plus près de la réalité, ça permettait d'entrevoir des solutions, ou des débuts de solutions, qui prenaient en compte la réalité telle qu'elle est. Et moi, ça m'a fait beaucoup avancer dans ce sens-là. Je pense que aussi un des aspects, c'est que c'est d'être dans une position de co-apprentissage, c'est-à-dire que mon rôle, bien évidemment, en tant que directeur, le mot même m'écorche les oreilles parce que je dirige pas grand-chose. En fait, c'est plutôt d'écouter, d'apprendre moi-même. Et en quelque sorte, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait un intérêt extraordinaire sur cette question que je vois bien émerger dans les écosystèmes, c'est le lien entre l'upper ground, c'est-à-dire en quelque sorte les structures officielles, le middle ground, c'est-à-dire toutes les structures intermédiaires qui accueillent d'une manière différenciée différentes expériences, et l'underground, c'est-à-dire toutes les choses émergentes qui sont parfois invisibles. Et je crois que la problématique, il y avait de nombreuses questions autour de ça, la problématique de la porosité, comment l'upper ground s'enrichit de l'underground, comment le middle ground sert à l'innovation comme articulation entre l'upper ground et le underground. J'ai trouvé ça très intéressant. On a coutume de dire qu'en France, le niveau middle ground ou méso est sous-développé par rapport à d'autres pays. Oui, ce qu'on peut appeler aussi finalement la société civile, avec ce qui est associations, syndicats, etc. Oui, ou même les entreprises intermédiaires. Par exemple, en Allemagne, on a beaucoup plus d'entreprises intermédiaires. Je pense qu'il y a des correspondances à ce niveau-là. Et peut-être que ça serait intéressant, du coup, de se dire qu'il y a un travail à faire spécifique à ce niveau-là en France. Tout à fait, Parce que même on déplore par exemple encore hier que les syndicats d'un côté soient uniquement dans l'opposition, de l'autre côté on déplore que le patronat ne soit pas à l'écoute des syndicats. On est dans un système en France qui est très rigide, où chacun campe dans son rôle et où la collaboration est très difficile. Oui, et puis où je ne sais pas du tout si même les choses qui sont censées être à l'écoute de l'underground ou du middle ground, par exemple un syndicat, on pourrait se dire que c'est à l'écoute des citoyens. En fait, les syndicats, en France, font partie de l'upper ground, c'est-à-dire des institutions, d'ailleurs plus tellement représentatives, pas plus que les gens qui sont eux-mêmes, qui font partie de l'upper ground. Et au fond, tous ces gens de l'upper ground discutent entre eux, sont en conflit, d'ailleurs, au-delà même de ce que leur demandent les populations qui aimeraient bien aller de l'avant. Et finalement, les personnes, l'underground est très peu écouté et le middle ground est fragile. Alors que quand j'ai étudié l'écosystème innovant allemand, par exemple, on a un middle ground très très fort en Allemagne. Alors je ne sais pas si on a un underground. Je trouve que dans les pays nordiques, on a beaucoup plus d'underground. Il y a une vraie place de l'underground. Il y a même des espaces qui... Enfin, il y a presque une sorte de...
d'ouverture de l'upper ground et de mise au service du upper et du middle ground au service de l'underground. Oui. Alors ça nous va très loin, parce que c'est vraiment même des questions politiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est finalement que la démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est uniquement avoir des représentants qui décident, auxquels on fait des chèques en blanc une fois qu'on les a élus? Voilà, c'est ça. Finalement, ça va très loin. Alors, peut-être que effectivement, ça pourrait toucher, pourquoi pas? Est-ce que vous envisagez que ça puisse concerner des champs de recherche de l'Institut à l'avenir, ou bien je crois que c'est très important, parce que si vous voulez, on voit bien qu'il y a des sociétés, même à l'intérieur des sociétés démocratiques, même parlons que de la démocratie, il y a différentes formes de démocratie. Entre la démocratie extrêmement régalienne qu'on trouve en France, avec un pouvoir central extrêmement fort, et des régions qui sont périphérisées et qui sont sous la domination du pouvoir central, et des pays comme l'Allemagne, où on a un pouvoir central qui est au service des régions et où c'est les régions qui sont fortes. Et à l'intérieur de ces régions, on a un pouvoir des citoyens qui est très fort, qui fait que les personnes élues sont vraiment au service des citoyens. Ils n'ont pas du tout, d'ailleurs, le même statut qu'on a en France. On ne voit pas en Allemagne, même le chef de l'État, avoir des sirènes autour de lui, ou vivre dans des dorures, ou vivre dans des bureaux qui n'ont aucune... ou manger des repas qui n'ont rien à voir avec un repas de midi classique. La chancelière allemande, elle mange un sandwich comme tout le monde, comme n'importe quel travailleur. Nous sommes encore dans le système de la royauté absolue. Oui, c'est ça. Et quand vous allez dans les pays nordiques, ce que j'observe, c'est là on a encore quelque chose qui va plus loin, puisque on a des comités de quartier, les gens autogèrent leur maison. D'ailleurs, ils arrivent à des solutions décider en commun. Par exemple, plutôt que d'acheter 20 machines à laver, ils ont une grosse machine à laver industrielle de très grande qualité, très solide, dans la cave, que tout le monde utilise, qui fait gagner de la place. Enfin, il y a beaucoup plus une réflexion du groupe social concerné à tous les niveaux pour s'organiser. Voilà. C'est pas du communautarisme. C'est pas non plus c'est pas non plus du communisme. Non, parce que c'est en fait la grande différence, et c'est des gens qui s'auto-organisent eux-mêmes. Et donc il y a cette partie de l'underground, il y a un respect considérable de ce qui vient de l'underground. C'est très intéressant, parce que finalement, on pourrait aussi dire que, pour faire le parallèle avec les gens qui sont les clients principaux de l'Institut, qui sont aussi des entreprises, peut-être que ces problématiques-là pourraient être transférées aux entreprises. C'est très important pour les entreprises, parce que en même temps, c'est des questions philosophiques, éthiques, morales, etc. Mais ça a à voir directement avec l'innovation, parce que si vous avez des pouvoirs extrêmement centralisés, où le sachant sait tout, il se coupe de ses salariés, qui deviennent complètement démotivés, et il se coupe de ses clients. C'est le meilleur moyen de stériliser toute innovation. Et on a tout de même un problème, particulièrement en France, sur la question de la motivation, de la créativité, etc., par rapport à d'autres pays qui sont plus à l'écoute de leurs salariés, plus à l'écoute des clients. Et comme quoi, finalement, quand les entreprises se posent la question de comment motiver mieux nos salariés tout en faisant encore plus de la même chose, ils sont complètement à côté de la plaque. Oui, c'est-à-dire que... c'est pour le dire de manière un peu rapide, mais il faudrait peut-être qu'elle se pose la question de la réorganisation, de la manière de fonctionner. Oui, et puis si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose que j'observe partout dans le monde, c'est que quand on dit, notamment aux États-Unis, que le cycle de vie des entreprises se sont raccourcis énormément, c'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises naissent, se développent, se créent et deviennent premières, alors qu'avant c'était une start-up, etc. Et que par contre des grandes entreprises qui existent depuis des décennies disparaissent, etc. Quand on sait que 90% des produits de demain ne sont pas encore inventés aujourd'hui, ou des jobs c'est pareil, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de renouvellement, de transformation, etc. Cette transformation, elle n'a jamais été faite par l'upper ground. Jamais l'upper ground a cette sorte de courage de non seulement se remettre en cause, mais en plus d'être lui-même, alors qu'il est en position de pouvoir, inventeur de sa propre remise en cause. Oui, tout à fait. Donc si vous voulez, quand on parle d'innovation, en fait, tout simplement, très souvent, c'est tout simplement d'inverser la pyramide d'une certaine manière, mettre le client au sommet, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute
de l'underground. Parce que c'est de là que viennent les germes du futur, les produits innovants, etc. Et c'est là que le middle ground est très important comme intermédiaire. Et qui finalement aussi, ces démarches-là aussi, c'est peut-être ce qui donne du sens à l'activité de l'entreprise. Ça donne un sens. On répond à des besoins. Oui, c'est ça. Et puis ça donne un côté, en tout cas, beaucoup plus créatif, beaucoup plus vivant, beaucoup plus motivant, puisque les gens ont l'impression d'inventer leur futur. Tandis que si, dans un monde qui change, je crois que dans un monde qui change, soit le futur s'impose à vous, et ça c'est très démotivant, soit vous êtes co-inventeur du futur, et ça c'est très motivant. Tout à fait. Bon, écoutez, merci. Il ne reste plus maintenant qu'à souhaiter à l'Institut longue vie, à nous donner rendez-vous pour le 2e anniversaire, le 3e, et ainsi de suite. Donc, merci à vous d'avoir présenté l'Institut. Merci Patrick de vos questions très pertinentes. Et à bientôt. Donc. À bientôt.